Le feu brûle l'impureté, trempe l'acier et forge l'homme au plan moral et intellectuel. Le fait d'accéder à une pensée plus profonde, une pensée méditative et à une éthique de responsabilité. Je souhaite à Cheikh Yérim Seck d'oublier l'épreuve et de repartir d'un nouvel élan. Je suis exactement dans cette état d'esprit. Moi, je considère qu'il y a des mystères dans la vie dont seul Dieu a les clés et les codes. C'est quelque chose qui devait arriver, qui est arrivé. C'est une chose à laquelle je ne me suis jamais attendu. Mais vous savez, la vie est ainsi faite que tout peut arriver dans la vie d'un homme. Eh bien, c'est arrivé, je pense l'avoir vécu avec le maximum de dignité, en tout cas avec mes limites humaines, n'est-ce pas? Avec mes faiblesses, c'est tout à fait normal. Mais c'est une épreuve qui m'a beaucoup appris. Sur le Sénégal, sur les Sénégalais, sur l'homme en général, sur la nature humaine, sur la place que doit avoir ma famille dans ma vie. C'est une épreuve qui m'a permis pendant 15 mois de enfermer dans un endroit, de regarder la télévision, d'écouter les radios de mon pays, d'observer au quotidien à travers les chroniques ce qui se passe dans mon pays et de réfléchir sur le Sénégal. Et l'objet de cette réflexion, c'est justement ce livre que vous tenez entre les mains. Donc, pour en venir à ce livre, comme l'a dit si bien votre préfacier, il vous a souhaité de vous revenir d'un nouvel élan, mais moi j'ai vu que on a retrouvé du Cheikh Yérim Seck quand même. On a retrouvé votre style, on a retrouvé votre plume. C'est vrai qu'il faut vous reconnaître que vous écrivez bien. Vous êtes un journaliste qui écrit bien. Je ne dis pas que les autres journalistes n'écrivent pas bien, mais vous êtes quelqu'un qui écrit bien. Vous avez une écriture qui n'est pas lourde, qui est assez légère, qui est limpide et qui va vite. Donc c'est comme ça que j'ai essayé même de lire votre livre à votre rythme, c'est-à-dire tambour battant, pour retrouver un peu votre style. Je ne voudrais pas trop peut-être m'appesantir dessus pour ne pas marcher sur les plates-bandes de mes chroniqueurs, mais c'est à travers ces goulots, comme vous les appelez, qui étranglent le Sénégal, vous avez fait une revue de tout ce que vous pensez être voilà, ce qui plombe l'aile un peu de notre développement. Mais il y a peut-être sur deux aspects que j'aimerais revenir avant de leur donner la parole. D'abord, quand vous parlez de goulot d'étranglement, vous avez inséré parmi ces goulots deux chapitres qui ne sont pas vraiment des goulots d'étranglement. Je pense que c'était peut-être des clins d'œil à vos amis, parce que vous avez parlé du président qu'on n'a pas attendu et de la première dame sur qui tout le monde jette l'opprobre. Je veux dire que ce n'est pas des goulots quand même qui étranglent le Sénégal. Ça c'est un peu l'instinct du journaliste politique. Voilà. Qui avait envie, après 15 mois d'absence, d'intervenir sur un certain nombre de débats qui avaient cours dans le pays et qui m'ont amené à parler de Macky Sall, de son ascension fulgurante, de son accès au pouvoir et de sa marche silencieuse mais sûre vers le pouvoir, et de parler aussi de Mme Faye Sall, une femme que je connais pour la pratiquer depuis plusieurs années. Vous les avez même remerciés. Qui était sous les feux de la ramée, bien sûr. Vous savez, moi j'assume... Parce que vous dites Faye Sall, elle dit qu'il faut l'appeler Mme Sall. Oui. Tout le monde l'appelle Mme Faye Sall. Elle demande toujours à ce qu'on l'appelle Mme Sall. Ah oui? Oui, elle dit qu'elle s'appelle Mariam Sall et non Mariam Faye Sall. Très bien. Très bien, c'est une très bonne chose. En tout cas, je pense que le débat autour de la première dame est un débat auquel je voulais prendre part. Vous pensez que ça fait partie de ce qui... Non, je pense que cette femme est une question humainement et politiquement très sensible. Et que c'est une femme qui, pour paraphraser sa fondation, peut servir ou desservir le Sénégal, seulement parce qu'elle est à une position stratégique. Et que son action, selon qu'elle est positive ou négative, son impact, selon qu'il est bon ou diabolique sur le président, peut avoir une réelle portée sur l'avenir de ce pays. Donc je pense que sous ce rapport-là, parler de Mme Faye Sall dans les goulots qui étranglent le Sénégal et d'éviter la part de vérité et de fantasme dans tout ce que se dit sur elle n'est pas totalement hors sujet. C'est vrai que l'autre aspect sur lequel je voulais revenir aussi, c'est votre rapport avec la diplomatie. C'est vrai que vous êtes jeune, relativement jeune. Je pense que vous avez 45 ans, donc vous avez atteint quand même l'âge de la maturité et de la sagesse. Mais je ne sais pas, vous m'avez l'air d'être quelqu'un qui est assez va-t-en-guerre, parce que quand je vois, comme vous décrivez un peu nos relations avec nos voisins, ça m'a un peu choqué quand même, je l'avoue. Ce que vous dites sur la Casamance,
les solutions que vous de sortie de crise en Casamance, vous comparez un peu avec ce qui s'est passé au Libéria, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Comparaison n'est pas raison, c'est peut-être pas les mêmes choses. Est-ce que vous pensez qu'il faut radicalement prendre le taureau par les cornes, comme vous le dites? Je pense qu'on est en train de discuter depuis 32 ans. Pendant 32 ans, on assiste à un drame à tout point de vue. Un drame humain, un drame économique, un drame social, un drame symbolique très important en Casamance. J'observe qu'il y a un mouvement de duperie, une sorte de marché de dupes, une sorte d'escroquerie intellectuelle, une sorte de méthode Coué qui consiste toujours à nous faire croire en des choses qui n'existent pas. Parce que tous les gens informés savent parfaitement quelles sont les responsabilités dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît quel est le problème, quelles sont les composantes du problème, en tout cas ceux qui sont informés. Et ceux qui gèrent ce dossier-là savent parfaitement... Vous parlez de ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou de la Casamance? Justement, de la Casamance, excusez-moi, c'est une information, voilà. La Casamance. Donc tout le monde sait quelles sont les responsabilités et qui fait quoi. Et sous ce rapport, moi je veux bien qu'on dialogue. Mais si pendant 32 ans le dialogue n'a rien donné, il est peut-être temps d'essayer autre chose. Et moi, vous savez, j'ai parcouru beaucoup de terrains de conflit en Afrique. Je n'ai pas vu une seule crise en Afrique qui ait pris fin dans le cadre d'un dialogue. Je ne l'ai pas vu. C'est au Mali qu'on pouvait avoir une exception à la règle, quand, au lendemain de l'arrivée au pouvoir de Konaré. Mais vous savez, ce qu'on pensait comme étant une solution définitive n'était en définitive qu'un bricolage. Et ce qui devait arriver, finalement, est arrivé. L'irrédentisme touareg a ressurgi sous des formes beaucoup plus violentes. Vous n'êtes pas sans savoir que nous constituons peut-être une exception, peut-être en Afrique occidentale, même en Afrique en général. Parce que ce que vous dites, vous l'avez bien dit, les gouvernements précédents, même le gouvernement de Diouf, on savait bien faire cette politique du bâton et de la carotte. Quand il s'agissait parfois d'accentuer les combats, les gens l'ont fait. Quand il s'agissait de venir à la table de la négociation, les gens l'ont fait. Mais par exemple, essayer de sortir des solutions, comme vous le dites, j'ai l'impression que vous n'avez pas très pris au sérieux une affaire qui est très sérieuse. Parce que j'avoue que vous donnez des solutions d'inégale valeur dans votre livre. Moi, il y a des choses sur lesquelles je suis totalement en phase avec vous. C'est d'une pertinence vraiment sur laquelle on ne peut pas revenir. Mais là, je pense que vous avez traité avec trop de légèreté un sujet qui est vraiment très, très sérieux. Vous savez, le problème de la Casamance est un problème qui me préoccupe, moi. Et c'est un problème sur lequel... Tu me reproches quoi? Je t'ai marché sur la main? C'est pas grave. On est une équipe, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé entre autres de ça avec lui. Mais oui, non, mais après je vous laisse. C'était juste pour... Très bien. Non, moi je pense... vous savez, sur cette question-là, j'ai un parti pris que j'assume. Sur cette question-là, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas observateur. Je suis un Sénégalais qui parle sur la base d'une sensibilité très claire, une sensibilité qui épouse totalement la position de l'État central du Sénégal et qui ne tolère pas la rébellion en Casamance. Ça, c'est une subjectivité que j'assume. Et de ce point de vue, par rapport à cette subjectivité-là... Ils vous applaudissent, mais peut-être ils ne savent pas pourquoi ils vous applaudissent. Par rapport à cette subjectivité-là, moi, je pense qu'après 32 ans où on est parti, on est venu, on a discuté, on a rediscuté, on a commencé, on a recommencé. C'est vrai que vous parlez en tant que citoyen, mais vous êtes aussi un très grand journaliste, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'en tant que journaliste, est-ce que vous avez eu à aller en Casamance? Est-ce que vous avez eu à essayer de rencontrer les gens au niveau de la rébellion? Plusieurs fois. Est-ce que vous avez parlé avec les populations? Parce que quand vous tenez un discours comme ça, c'est comme si vous faisiez fi de ce que les populations veulent vraiment. Parce que c'est un truc, je veux dire, c'est un truc, c'est une situation qui est très complexe. Quand vous parlez comme ça, vous risquez un peu, les gens qui vont vous lire, de heurter les populations qui vous diront que les choses ne se règlent pas comme ça, de manière manumilitari, venir allumer le feu dans le bois sacré, c'est pas ce qui va régler les problèmes. Vous savez ce que la population en Casamance pense? La population en Casamance en a marre. On a marre des coupeurs de route, on a marre des pilleurs de boutiques, on a marre des racketteurs. La population de Casamance en a marre de cette rébellion-là qui s'est mise en une sorte d'instrument de banditisme ordinaire. C'est ça la vérité. Maintenant, moi, je pense, et ça vraiment c'est ma position, elle a toujours été la même. En 2002, j'ai assisté à ce simulacre de signature
de protocole de paix entre Ousmane Ngom et l'abbé Diamecoune Senghor. Et à l'époque déjà, à Jeune d'Afrique, j'écrivais que cet accord était l'un parmi les interminables accords qui malheureusement vont finir au fond des tiroirs et n'aura pas d'effet. D'ailleurs, Robert Sagna l'avait clairement dit à la tribune, pour dire, écoutez, on a signé des accords, cet accord en est un, au point d'ulcérer à l'époque d'ailleurs Abdoulaye Wade, n'est-ce pas, qui dans son style qu'on connaît a répliqué de façon énergique en disant non, les accords consignés ne sont pas mon accord. Mais en tant que mais journaliste, l'histoire a prouvé que son accord est comme oui, tous je sais, les autres mais en tant que journaliste averti, en tant qu'homme d'affaires aussi, parce que vous êtes un homme d'affaires, donc vous pouvez savoir que moi je vous attendais plutôt sur des solutions de sortie de crise sur le plan économique, sur le plan du désenclavement, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Je pense que vous êtes déjà allé en Casamance en prenant la route. Vous voyez tout le mal qu'on se donne pour aller en Casamance. Vous avez vu la route. Quand le président il va en avion, mais peut-être qu'avant d'être président, il était passé par la route. Donc on voit ce qui se passe. On met combien de temps pour y accéder. Et comme le disait aussi votre préfacier, M. Cheikh Hamidou Kane, ce qu'il vous a un peu reproché avec un bel euphémisme, c'est dire que peut-être votre génération, vous n'êtes pas très panafricaniste. Parce que ce qu'il veut dire, ce qu'il vous reproche, et ce que je vous reproche aussi, c'est qu'à chaque fois que vous parlez des pays voisins, vous avez parlé de la Mauritanie, de la Guinée et surtout de la Gambie, vous en parlez d'une manière, vraiment, moi je me demande, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas trop désinvolte? Vous parlez de Yaya Jammeh, vous parlez de la Gambie, comme si c'était une chose qui n'est pas sérieuse du tout. Peut-être que mes amis reviendront sur ce que vous avez dit. Parce que vous contredisez un peu. Parce que vous avez dit qu'on fait son histoire, mais qu'on subit sa géographie. Ouais, donc vous savez qu'on subit cette géographie avec la Gambie. Donc cette manière avec laquelle vous en parlez, je trouve que c'est assez léger quand même. Parce que pour moi, vous aurez dû peut-être vous appesantir sur le fait que nous devons consolider, fortifier nos rapports avec nos voisins, que ce soit la Gambie, que ce soit la Guinée-Bissau, pour essayer de régler ce problème. Vous avez parlé du voyage de Macky Sall, vous avez dit qu'il est allé en Gambie comme ça dès qu'il a été élu, mais je pense que c'est la meilleure chose qu'il ait faite, c'est d'aller en Gambie dès qu'il a été élu. Pour moi, c'était quelque chose que tous les présidents ont oublié de faire avant lui, et que lui a fait, et que peut-être, je ne sais pas, ça n'a pas encore donné les résultats auxquels on s'attendait, mais pour moi, c'était une très bonne chose. Non, vous savez, Vous savez, d'abord, la Gambie, à mon sens, est une aberration à tout point de vue. C'est une aberration géographique. C'est Joseph Kizerbo qui disait que c'est une... Oui, mais Joseph Kizerbo n'est pas sénégalais. Nous, en tant que Sénégalais, on ne peut pas se permettre... Non, on est dans une émission littéraire. Tout à fait. Hein? Enfin, dans une émission intellectuelle. Voilà. Qui disait que la Gambie est une banane qui s'enfonce dans la gueule du Sénégal. Moi, je pense que rien que le découpage qui consiste à sectionner notre pays, à isoler la Casamance au point de développer un sentiment de repli identitaire est une aberration totalement incompréhensible. Tout à fait. La Gambie est dirigée par un homme qui a une mentalité tout à fait particulière, que je connais bien, y compris dans le privé, et qui a une sorte d'obsession à détruire le Sénégal. Ça, non, je l'ai lu, mais je veux dire que ça, c'est des propos que vous assumez. C'est grave ce que vous dites. Moi, vous savez, il y a des questions sur lesquelles je ne veux faire ni langue de bois, ni fioriture diplomatique. Parce que pour moi, c'est des questions d'une gravité extrême. Tout à fait. Il est question... Et vos propos sont d'une gravité extrême. Attendez. Il est question de l'intégrité territoriale du Sénégal. Il est même question au-delà de l'intégrité, parce que l'intégrité territoriale peut sembler abstraite. Mais la cohérence économique du Sénégal, n'est-ce pas? L'impact de la Casamance, c'est-à-dire ce que la Casamance représente pour l'économie du pays, pour le tourisme, pour l'agriculture, c'est-à-dire l'enjeu stratégique de la Casamance, pour moi, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Tout à fait. Moi, je pense que tout le monde sait, et tous les gens informés le savent, et tous ceux qui sont au courant des dessous de l'affaire de la cargaison d'armes iraniennes, qui a déjà abouti à la rupture des relations diplomatiques entre Dakar et Téhéran, savent que ces armes avaient été importées par Yaya Jammeh et destinées à la rébellion casamançaise. Je veux dire, devant des faits aussi accablants, des situations aussi têtues. Non, mais attendez, reconnaissez quand même, accordez-moi
que je suis journaliste, j'ai travaillé dans un organe quand même qui gère une information stratégique et que je connais un peu de ces questions dont je parle. Et qui a sa vision. N'est-ce pas? Non, j'en connais